7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Dernière ligne droite avant les élections. Alors dernière ligne droite, mais ceux qui ne sont pas derniers, ce sont Emmanuel Macron et Gabriel Attal pour se positionner dans les médias. Absolument, on les a vus partout et tout le temps et ça devient même critique. Vous avez François-Xavier Bellamy qui a poussé deux coups de gueule et justifié sur l'omniprésence médiatique du président de la République et du Premier ministre qui, d'un claquement de doigts, s'invite sur n'importe quel plateau de télé, que ce soit le service public. On a vu Gabriel Attal voler la vedette à Valérie Hayé dans l'auditorium de Radio France. Alors, soi-disant sur demande de la direction de Radio France et puis sur le secteur privé également, le débat Bardella-Attal qui mettait en scène le Premier ministre avec le candidat du RN pour éclipser toutes les autres listes. Alors c'est vraiment scandaleux, c'est quelque chose qui fausse complètement la campagne et à la fois les thématiques, mais aussi qui invisibilise volontairement les autres listes. Et puis, pire encore, il y a ce qu'on appelle les petits partis, les listes qui sont reléguées en deuxième partie de soirée, qui ont droit à un seul débat où chaque candidat peut parler 8 minutes. Waouh, c'est formidable. L'équité fait que des listes entières, des pans entiers du monde politique français sont invisibilisés, notamment les listes qui portent le Frexit, par exemple. Et puis Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, on est habitué à son omniprésence médiatique. Même quand il se passe rien, il est présent partout. Alors là, en temps de campagne, c'est encore pire. Il a prévu d'être partout et il a prévu d'utiliser la cérémonie de commémoration du débarquement jeudi pour accaparer un temps d'antenne pléthorique et surtout prendre la parole au JT de TF1 et France 2 pour parler soi-disant de politique internationale, mais il sera question bien sûr de l'avenir de l'Europe et de sa mort possible si nous ne faisons rien, si nous n'avons pas un sursaut, etc., etc. Vous connaissez la petite musique. Donc on est vraiment là dans une démocratie totalement faussée, dans un moment où finalement cette élection va se jouer, à savoir quelle va être l'ampleur de la défaite de la liste portée par Valérie Hayé, la liste Renaissance. Sinon, on a l'impression que l'avenir de l'Europe, finalement, c'est un peu quelque chose de périphérique qui permet à chacun de se mettre en scène, mais pas vraiment quelque chose qui est au cœur de ces élections. Élections qui sont devenues des élections nationales de facto, élections de censure du gouvernement, puisqu'il est très difficile de faire vivre la démocratie dans des conditions altérées comme elle l'est actuellement. Il y a un autre média dans lequel Emmanuel Macron a prévu de passer, ou alors c'était peut-être hier soir, je ne sais plus. C'est le Crayon Média. C'est un média qui est très, très important sur les réseaux sociaux. On imagine bien qu'il voulait s'adresser aux jeunes. On a entre 3 et 7% des jeunes qui envisagent de voter pour la liste de Valérie Hayé. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut encore parler aux jeunes, lui qui, à l'époque, avait quand même un certain succès auprès de notre jeunesse? Je ne sais pas, c'était lundi, cette interview. Il a toujours été très friand des réseaux sociaux. Rappelez-vous l'interview à l'Élysée avec McFly et Carlito, les youtubeurs célèbres qui se roulaient dans la pelouse de l'Élysée. L'interview avec différents médias web également. Et là, le Crayon. Clairement, les jeunes ont toujours été une des cibles prioritaires de la propagande macroniste. Regardez, Gabriel Attal, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est choisi, parce qu'il est censé parler à la jeunesse. Or, la jeunesse, Gabriel Attal, il l'aime en uniforme, c'est le SNU, c'est l'uniforme à l'école, c'est etc., etc. Donc, il y a un hiatus entre comment ils aimeraient pouvoir parler aux jeunes et la réalité, finalement, de ce qui est là. Et puis, ces élections européennes, il faut le rappeler, quelle que soit l'année, quel que soit le contexte international, elles sont les élections les moins suivies, à la fois médiatiquement, et pourtant on a l'impression d'en parler beaucoup parce qu'on est dans ce secteur-là, mais en réalité très peu, mais surtout dans les urnes. Un taux d'abstention énorme qui ne changera pas cette année. Et donc chaque parti essaye de mobiliser sa base, d'aller chercher ceux qui avaient pêche et préféraient ne pas y aller en disant bon, c'est les européennes, mais il n'y aura pas, je le crains, d'afflux massif dans les urnes des abstentionnistes. Ça, c'est plutôt le pari de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui multiplie les meetings dans les différents quartiers, qui parle à cet électorat-là en choisissant de mettre Gaza sur le devant de la scène systématiquement. C'est un choix, une stratégie qui est extrêmement difficile puisque l'abstentionnisme reste quand même de loin devant les différentes listes, quel que soit leur suffrage.
Alors quand on sait que justement le vote est l'expression de la démocratie, on peut s'inquiéter de ce taux d'abstention. Et puis vous parliez de Mmh. propagande macroniste, il y a aussi un gros travail d'invisibilisation des plus petits partis. C'est Nicolas Vidal qui en parlait, qui nous livrait une chronique récemment à ce sujet. Ben oui, c'est 38 listes en réalité, des listes qui portent aussi des idées fortes et en rupture avec les autres idées, le Frexit, j'en parlais. Ces listes-là sont invisibles sur les médias mainstream et elles ont eu droit à un débat hier soir, en deuxième partie de soirée sur le service public, où tout était caricatural finalement. Elles ont bien sûr des problèmes de financement, hein, de matériel de campagne, et donc ça coûte très cher une campagne européenne. Donc voilà, ça c'est vraiment difficile. Et puis le service public qui se trompe aussi, qui a mis des clips de campagne de Renaissance et du Rassemblement national à la place de clips de plus petites listes et qui a plaidé l'erreur humaine, hein, vis-à-vis de l'Arcom. Donc vraiment, ça commence à faire beaucoup. Les ficelles sont énormes. Cette mise en scène permanente, hein, de l'opposition entre le camp macroniste et le Rassemblement national. 2 élections présidentielles qui se sont jouées de cette façon-là. Les européennes qui se jouent de façon-là. Je pense qu'il y a une fatigue. Et puis surtout, la démocratie mérite mieux. On aurait le droit, en tant que citoyen, à avoir davantage, hein, de débats d'idées, davantage aussi de réflexion sur, mais enfin, où va cette Mm. construction européenne? Qu'est-ce que sont les institutions européennes aujourd'hui? Le scandale des SMS d'Ursula von der Leyen, la gestion antidémocratique de la Commission européenne, la non-transparence de ces institutions et le poids des lobbies, la question du budget, combien la France donne et combien elle reçoit, quand on voit que les agriculteurs sont à nouveau dans la rue, même la PAC n'est pas en faveur de nos agriculteurs. Toutes les questions essentielles qui sont éludées et qui ne sont jamais traitées en réalité, puisqu'on ne parle que d'Ukraine, on ne parle que de transition climatique, on ne parle que de Gaza et que de d'épis problèmes, sans jamais parler du pouvoir d'achat, sans jamais parler de l'emploi, de l'industrialisation, de la vraie souveraineté. Celle-là, visiblement, elle ne Ouais. passe pas. Bon, entre l'abstention, l'invisibilisation des petits partis et puis celle de ces sujets clés, vous pensez que Mm. les résultats qui tomberont dimanche soir seront en quelque sorte biaisés? Ils seront ceux qui sont annoncés par les instituts de sondage. Voilà. C'est-à-dire que tout est déjà écrit. On a affaire à une pièce de théâtre, tout est écrit, on sait déjà à peu près quels vont être les scores. Ils vont bien sûr évoluer par rapport aux différentes courbes, hein, de ces instituts, mais il n'y aura pas de surprise. C'est en cela que c'est forcément biaisé, puisque les grands débats d'idées n'ont pas lieu, ne serait-ce que sur la question de l'identité européenne, hein. On parle toujours de nos valeurs européennes, valeurs qui ont été définies il y a de ça quelque temps sur les bases de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, etc., etc. Mais où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train de changer totalement? On voit que certains voudraient une Europe puissance qui va redevenir en quelque sorte un amas d'anciennes puissances impériales pour rentrer dans le jeu de la guerre des empires. On n'en a pas les moyens en réalité. Si vous regardez, hein, en termes de défense, mais aussi en termes économiques, l'Europe s'est rendue totalement dépendante et poreuse à la fois des Chinois et des Américains. Et ça ne va pas changer en quelques années. Ça va prendre des décennies. Et donc, il n'y a pas vraiment de pilote. C'est ça qui est terrible. Il y a un suivi d'un plan de fédéralisme qui ne dit pas son nom, avec une monnaie, l'euro, qui risque de subir de graves crises, hein, compte tenu des disparités entre les différents pays qui sont partie de cette zone euro, et puis des dettes qui sont maintenant des trous béants et des risques de déstabilisation des économies nationales et donc de l'économie européenne. Hmm. Bon, écoutez, on va quand même suivre ces élections européennes et puis on vous recevra à nouveau pour débriefer, Les résultats. voilà, Oui. exactement, pour discuter des résultats, qu'ils soient convaincants ou non. Merci beaucoup, Alexis Poulain, d'avoir Merci. été parmi nous. Merci pour cette analyse. Bonne soirée électorale dimanche et puis on se retrouve Bah, mercredi prochain pour en parler.